Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Un entrepreneur a été contraint de reporter l'ouverture de son car-wash de plusieurs semaines en raison d'un retard administratif de la Wallonie. Le manque à gagner est énorme. C'est encore une conséquence du piratage informatique d'avril dernier. Record de faillite dans le secteur de la construction. C'est du jamais vu sur les 6 premiers mois de l'année. C'est la baisse de certaines primes ou le flou concernant leur avenir qui provoque une annulation ou un report des commandes des travaux. L'inquiétude du secteur est grande aujourd'hui. Vladimir Poutine a donné sa vision de sa rencontre avec Donald Trump, un entretien qu'il qualifie de constructif, mais il n'a pas donné de détails sur la suite de la guerre qu'il mène en Ukraine. Reportage aussi dans ce journal sur la pratique du marchandage. Elle est très utilisée dans certains pays, mais on y a moins recours chez nous. Alors faut-il davantage tenter de négocier? On s'est rendu à la brocante de Templou pour le savoir. Enfin en sport, football, l'Union s'est largement imposée hier soir 3-0 face au Standard de Liège. Un match qui a basculé assez tôt avec l'exclusion d'un attaquant liégeois. Votre trésor, Sacha Daout. Un piratage bloque du nettoyage. Madame, monsieur, bonjour. C'est une histoire un peu rocambolesque qui va ouvrir ce journal. C'est celle d'un indépendant. Il souhaitait ouvrir son bâtiment de nettoyage de voitures, un car-wash en l'occurrence, mais le piratage informatique dont a été victime la région wallonne a bloqué le projet. Et il l'a bloqué pour un bon moment puisque l'ouverture est reportée de plusieurs semaines. Vous imaginez le manque à gagner que ça implique. Et on s'étonne donc qu'un piratage constaté en avril provoque des soucis administratifs aussi longs. On met manifestement du temps à remettre les choses en ordre. Éric Bourdoux, David Watley. Jérôme s'était préparé à un nouveau défi pour cet été. Racheter et rénover ce car-wash. Ça devient vraiment long, j'en peux plus en fait. L'ouverture envisagée ne se fera pas de suite. Ici, j'en ai un petit coup de main à un futur client qui m'attend avec impatience en fait. Cet entrepreneur ne peut pas ouvrir. Il doit attendre 60 jours de plus pour le traitement de son permis d'environnement. C'est la conséquence de la cyberattaque subie par la région wallonne au mois d'avril. Voilà, c'est quand même un investissement de 250 000 et je vais me servir de cet investissement pour remplacer les brosses qui en ont bien besoin et travailler un peu plus l'informatique. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout est bloqué. Bloqué et pourtant tout avait bien commencé. Il y a eu une enquête publique qui s'est faite. Et il n'y a pas eu de problème, en fait. Il n'y a pas eu une plainte d'un voisin qui dit ça fait trop de bruit, quoi. Non, il n'y a rien. Il y a un dossier qui est passé et qui malheureusement est reculé pour 60 jours. Et ça, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, il joue la carte de la prudence en repoussant ses investissements et regrette cette perte de temps. J'ai dû refaire venir, pour venir voir l'électricité, le chauffage. J'ai tout prouvé que c'était en ordre et que je pouvais ouvrir. Mais malheureusement, je ne vais pas dépenser 250 000 si à un moment la région bloque parce qu'il y aurait ça ou il y aurait ça, que je ne m'y attends pas. Et ça, donc j'attends le feu vert pour lancer. Ouais. J'ai plus de patience, je croise des gens dans la rue qui me disent « Et quoi le projet? Quand est-ce que tu ouvres ?» J'en ai marre d'entendre ça. Je veux ouvrir le car-wash. La région wallonne rappelle de son côté que cette prolongation des délais de procédure vise surtout à garantir un service sans faille. Demain, c'est la fin des congés du bâtiment, mais un constat s'impose déjà pour une bonne partie du secteur. La reprise va se faire en mode mineur. Beaucoup d'entrepreneurs le disent, leur téléphone ne sonne pas ou peu, les agendas ne se remplissent pas ou peu et les commandes ne se font pas ou peu. C'est vrai en Wallonie, à cause de la baisse ou de la perte de certaines primes, idem à Bruxelles, où l'absence de gouvernement provoque le flou aussi sur les primes qui seront maintenues ou supprimées. Alors du coup, beaucoup reportent ou annulent leurs travaux. Conséquence aujourd'hui, un nombre jamais vu de faillites dans le secteur. Nathan Gerlach, Daniel Welter. Voilà ce qu'on appelle un beau chantier. Dans cette villa, tout est à refaire. Cet entrepreneur s'est occupé des châssis. On n'a pas mis toutes les poignées comme ça, des châssis, des poignées de chantier pour l'instant. Il vient contrôler leur pause en attendant des jours meilleurs. Les congés du bâtiment se terminent, les commandes sont au plus bas. Ça fait quelques années que je suis dans le châssis et on n'a jamais eu cette problématique de rupture de commandes. La diminution des primes en Wallonie et leur suspension à Bruxelles continuent à décourager les nouveaux clients. C'est très simple. En fait, ils disent soit j'attends voir si à un moment donné il va y avoir des primes quand un gouvernement sera enfin constitué, ou alors tout simplement ils ne viennent pas avec moi parce que comme je travaille avec des produits fabriqués en Belgique, on est un petit peu plus cher que des produits qui viennent de l'étranger et qui permettent de diminuer les coûts.
Sa cliente, qui est aussi architecte, le confirme. Les nouveaux chantiers se font plutôt avec des matériaux étrangers ou directement avec des entreprises étrangères. Plutôt que d'aller privilégier des matériaux ou des fournisseurs belges, ils vont plutôt se tourner vers des entreprises étrangères dont les critères de qualité ne sont pas toujours équivalents au savoir-faire qu'on peut trouver en Belgique. Selon la Fédération wallonne de la construction, ces derniers mois, 37% des clients ont revu à la baisse leur projet. 21% l'ont reporté, 24% l'ont carrément annulé. À l'avenir, ces professionnels espèrent plus de clarté, de stabilité dans les aides et un retour des primes à Bruxelles. On ne se rend pas compte qu'il va y avoir des pertes derrière, mais également des pertes financières pour certains entrepreneurs qui sont un peu plus gros, qui eux-mêmes, certains qui ferment leurs portes parce que malheureusement ils n'ont pas assez de commandes et ils sont obligés de fermer leurs portes et c'est hyper dangereux. Lors des 6 premiers mois de l'année, 1500 entreprises de la construction ont fait faillite en Belgique, du jamais vu. Demain, Volodymyr Zelensky sera à Washington pour y rencontrer Donald Trump et il ne sera pas seul, on l'a appris 1 heure avant ce journal. Et il sera accompagné d'Ursula von der Leyen et de plusieurs dirigeants européens à l'occasion de ce déplacement. Des Européens qui vont se réunir cet après-midi en visioconférence pour faire le point sur la situation. De son côté, Vladimir Poutine, le président russe, s'est exprimé au sujet de sa récente rencontre avec Donald Trump. Il a fait le point sur ce qui a été dit, sur ce qui se dit aujourd'hui et sur ce qui devrait se dire encore demain. Nathan Gerlach, Daniel Velter. Quelques heures à peine après le sommet en Alaska, Vladimir Poutine, le pas assuré, réunit ses ministres, ses généraux, sa garde rapprochée au Kremlin pour un premier débriefing. Ça fait longtemps que nous n'avons pas mené directement des négociations de ce type, à ce niveau. On sent le président russe fier de lui. Après tout, c'est lui le grand gagnant du sommet. Nous avons eu l'occasion d'exprimer à nouveau notre position dans le calme, dans les détails. Bien sûr, nous respectons la position américaine, qui voit la nécessité d'un arrêt rapide des hostilités. Eh bien, c'est ce que nous aimerions faire aussi. Et nous aimerions passer à la résolution de tous les problèmes de manière pacifique. Le président russe répète qu'il veut la paix, mais à sa manière, ses positions n'ont pas changé. Nous avons eu l'occasion de parler de la genèse et des causes de cette crise. C'est l'élimination de ces causes profondes qui devrait être à la base d'un règlement. Pour le président, l'une des causes profondes de la guerre, c'est toujours la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Il n'en démord pas. La conversation a été très franche et informative. Et à mon avis, elle nous rapproche des décisions nécessaires. Autrement dit, des concessions territoriales en échange de garanties de sécurité pour Kiev. En attendant, on ne parle plus ni de cessez-le-feu, ni de sanctions contre Moscou. Et là encore, on l'a appris quelques minutes avant le début de ce journal télévisé, Volodymyr Zelensky va atterrir dans un instant sur le tarmac de l'aéroport de Melsbroek, à côté donc de celui de Zaventem. Il va sans doute participer évidemment au sommet qui est prévu avec les dirigeants européens. Nous sommes sur place en direct de l'aéroport de Melsbroek. Bonjour Eric Destiné. Sait-on ce qui est exactement prévu pour la visite de Volodymyr Zelensky? Je pense que son atterrissage est prévu dans un instant. Sacha, son atterrissage est imminent, nous annonce l'avion de Volodymyr Zelensky ici sur le tarmac de l'aéroport militaire de Melsbroek dans à peu près 5 minutes. Et d'ailleurs, vous le voyez derrière moi, il y a un gros dispositif de sécurité pour accueillir cet avion. Pour l'instant, il n'y a que le Falcon de la défense belge, mais l'avion du président ukrainien va venir se placer juste à côté. Donc le président ukrainien Zelensky est à Bruxelles aujourd'hui, c'est confirmé. Pourquoi ? Eh bien, pour rencontrer d'abord la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il doit la rencontrer dès qu'il aura quitté Melsbroek pour participer à cette réunion par visioconférence avec les pays de la coalition des volontaires. Ce sont ces 31 pays qui soutiennent bec et ongle l'Ukraine dans ce conflit avec la Russie. L'Union européenne et l'OTAN font partie aussi de cette coalition des volontaires. Et puis, comme l'actualité évolue en direct, on peut déjà vous confirmer, Ursula von der Leyen l'a dit, qu'elle fera aussi le déplacement demain à Washington pour rencontrer le président Donald Trump, le président des États-Unis, pour le suivi de la rencontre que le président américain a eue il y a quelques jours avec Vladimir Poutine. Elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée bien sûr du président Volodymyr Zelensky, du président ukrainien, mais aussi du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Friedrich Merz,
du président finlandais qui a confirmé aussi sa présence. Le secrétaire général de l'OTAN devrait aussi être autour de la table à Washington. Et donc vous le voyez, entre Anchorage en Alaska, entre Washington aux États-Unis, eh bien, ce ballet diplomatique pour croiser les doigts en faveur d'une paix en Ukraine passe aujourd'hui par Bruxelles et c'est évident. Le dispositif de sécurité est prêt. Volodymyr Zelensky doit prendre place dans ce véhicule et quitter Melsbrook, je dirais, dans une dizaine ou une quinzaine de minutes maintenant. Merci à vous Eric et à votre équipe pour ce direct un peu improvisé, mais au moins on a les explications. Vous n'hésitez pas à intervenir dans ce journal si nous avons la moindre image de l'arrivée du président Volodymyr Zelensky. On apprend encore qu'il sera dans un instant accueilli par Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. On y revient évidemment en cours de journal si nécessaire. Un autre dirigeant fait aussi beaucoup parler de lui aujourd'hui tout en suscitant de très vives condamnations de la communauté internationale. C'est Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Il n'y a d'ailleurs pas que dans le monde qu'on le conteste, dans son propre pays. Aujourd'hui, la colère monte. Une grève nationale est organisée en Israël à l'appel des familles des otages détenus par les terroristes du Hamas. On annonce une grande manifestation. 1 million de personnes pourraient descendre dans la rue à travers tout le pays. Arnaud Rubens et Isabelle Heusen. Ensemble, ils soulèvent cet immense drapeau israélien où figurent les photos des otages détenus par le Hamas. Sur cette place de Tel Aviv, rebaptisée Place des otages, les manifestants commencent à arriver, comme un peu partout dans le pays. Certains portent le drapeau israélien, d'autres brandissent un panneau où ils ont écrit « Cessez la guerre » et quand ils le peuvent, ils bloquent le trafic. Ces actions, elles ont été demandées par les familles des otages elles-mêmes. Aujourd'hui, tout un pays a actionné le frein d'urgence. Aujourd'hui, tout est arrêté pour sauver et ramener les otages et les soldats. Le Premier ministre n'a pas été épargné. Des manifestants sont allés jusque devant son domicile pour réclamer le retour des otages. Et sur la place de Paris à Jérusalem, tous répètent le même message, arrêtez la guerre. I think 90% of Israelis, maybe a little bit less, supported the war in the beginning. But I think at this point, people feel that it's time to end it. People feel that it's time to move forward. This is a war that we could stop and we should stop. And also we are doing a lot of harm to the Palestinian population, which is not Hamas in Gaza and elsewhere. Ils espèrent que des centaines de milliers de personnes vont paralyser le pays. Ils annoncent aussi que dès demain, des familles camperont à la frontière avec Gaza. À suivre dans ce journal, le sauvetage de l'abbaye de Marche-les-Dames, un site dont l'histoire remonte au XIe siècle et qui revit aujourd'hui grâce à une famille namuroise. Un record a été battu, c'est celui de la plus haute altitude en avion équipé de panneaux solaires et on vous explique tout ça dans un instant. Et puis encore du progrès dans ce journal avec les premiers Jeux mondiaux pour robots. Ils se déroulent actuellement à Pékin. Mais on part donc avant tout ça vers l'une des plus petites abbayes du pays. Elle est située à Marche-les-Dames, près de Namur. Son histoire remonte au début, ou à la fin plutôt du XIe siècle. 139 épouses de chevaliers partis en croisade ont trouvé refuge en 1096 dans cet établissement. Depuis, le chemin a été fait. La rénovation de cette abbaye aujourd'hui est bien nécessaire. Elle est en cours et on la doit à une famille qui a racheté l'endroit, qui lui redonne vie et qui invite même le public à profiter le plus possible de ce lieu pour le moins relaxant. Gilles Larondelle et Benjamin Carlier. C'est un écrin caché au creux d'une vallée à moins de 5 km du centre de Namur. L'abbaye de Notre-Dame du Vivier a été fondée au XIIe siècle. Pour la découvrir, notre guide du jour, c'est l'un des nouveaux propriétaires du site. Avec ses 3 frères, ils ont racheté les bâtiments alors en piteux état. Ils sont tombés sous le charme de la dernière abbaye cistercienne du pays, encore entière. Tous ces éléments issus du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française sont encore en élévation, sont toujours debout et permettent de comprendre donc la lecture de l'ordre cistercien. La visite se poursuit dans le grenier du bâtiment. Sa charpente attire de nombreux historiens et archéologues car elle est encore parfaitement intacte. La charpente qui a brûlé à Notre-Dame de Paris a été de même conception que la charpente et de même époque que la charpente qui est toujours ici intacte et qui, l'espérons-nous, restera intacte encore un bon millénaire au moins.
Mais l'abbaye révèle d'autres secrets. Pendant des années, un roi y venait régulièrement pour prier et se recueillir. Il disposait même d'une chambre qui lui était réservée dans un des bâtiments. Le roi Baudouin est venu se recueillir auprès d'une communauté religieuse qui était présente ici dans les années 80 jusqu'à son décès, la communauté des Sœurs de Bethléem. Des propriétaires qui veulent à tout prix conserver l'abbaye accessible et ouverte au grand public. L'objectif est d'en faire un lieu à la fois touristique et culturel, mais un lieu de business, de réunion. Nous n'allons pas devenir le lieu du mariage impératif dans la région namuroise. Nous allons rester un lieu accessible au public et à la visite en permanence. Mais rénover une abbaye de 900 ans, cela prend du temps. La fin du chantier n'est pas prévue avant une dizaine d'années. On s'intéresse aussi ce midi à une pratique peu pratiquée, c'est le marchandage. C'est presque un sport national, on le sait dans certains pays du monde, c'est nettement moins le cas chez nous. Pourtant, dans un contexte où le pouvoir d'achat n'est pas toujours au mieux, le marchandage permet de faire quelques économies. Le Belge se décide-t-il à sortir ses meilleurs arguments de négociation? On va essayer de le savoir à une occasion, celle de la brocante de Templou, et on s'y rend en direct. Bonjour Thomas de Broucker, est-ce qu'on marchande beaucoup autour de vous? Bien écoutez Sacha, depuis que nous sommes arrivés ici à Templou, on a assisté à plusieurs affaires conclues et ça passe souvent par la négociation. Pour s'en assurer, nous allons poser la question à monsieur. Monsieur, est-ce qu'il vous arrive de souvent négocier ici sur cette brocante? Oui, ça m'arrive. Ça permet de gagner 2-3 euros sur les ventes et ensuite cet argent-là, on le réutilise pour racheter d'autres choses. Donc oui, ça m'arrive souvent. Après, ça dépend des profils évidemment des gens. Des vendeurs. Est-ce que les brocanteurs sont assez ouverts ou pas? Je pense bien, oui. Souvent, ils aiment bien un peu discuter. Et comme c'est le dernier jour, ils ont plus facile peut-être à vendre moins cher. Donc, ouais, moi, je pense que, ouais. Alors, pour s'en assurer, merci beaucoup, monsieur. Pour s'en assurer, on va poser la question à Olivier. C'est son stand. Olivier Reinders, bonjour. Bonjour. Il vous arrive d'être confronté à des personnes qui veulent négocier les prix avec vous? Oui, tout à fait, mais en même temps, c'est le jeu de la brocante, en fait. Les négociations se font principalement sur quasiment tous les objets, en fait. Donc oui. Ça fait longtemps que vous êtes brocanteur. Est-ce que vous remarquez que ça se fait de plus en plus ou pas? Alors moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier. Je pense que ça a toujours été. Donc voilà. C'est un phénomène qui continue. Qui continue. Voilà Sacha, si vous êtes un fin négociateur, eh bien on me dit que vous pouvez espérer des rabais de 10 à 20% plus ou moins. C'est pas mal, en effet. Merci à vous et à votre équipe pour ce compte-rendu en direct de la brocante de Templou. Un record vient d'être battu, c'est celui du vol qui a atteint la plus haute altitude grâce à l'énergie solaire. L'engin est monté à plus de 9000 mètres. Soyons clairs, personne n'imagine à un seul instant que cette technologie est prête pour faire fonctionner des avions de ligne. Mais il est certain, par contre, qu'on découvre un peu plus encore tout le potentiel de l'énergie solaire. Charlotte Pire et Alice Dulczewski. Un vol dans les nuages au-dessus des Alpes suisses. C'est un paysage magnifique pour un record, celui de voler à 9521 mètres d'altitude avec le soleil comme seule source d'énergie. Ce petit avion couvert de panneaux solaires a volé à la même hauteur que les avions de ligne et c'est ce pilote qui a appris à le manier. Les indicateurs de batterie se trouvent, on a deux écrans ici, les indicateurs de batterie se trouvent ici. C'est ça qui nous permet de voir maintenant où on en est, un peu en dessous de 50%. On a aussi toutes les informations des températures des moteurs, des batteries management system. Tout est en fait, c'est assez simple ce genre d'avion. Avec ce vol, le Solar Stratos et son pilote sont allés 200 mètres plus haut que le Solar Impulse qui a fait le tour du monde à l'énergie solaire il y a 10 ans. Sur cet avion plus léger qu'un planeur, il n'y a pourtant pas de technologie trop complexe. C'est les mêmes cellules solaires que tout le monde peut avoir sur sa maison. On n'a pas voulu prendre des cellules high-tech comme dans l'aérospatiale. Donc c'est vraiment des produits accessibles grand public. Des dizaines de vols d'essai ont été nécessaires pour parvenir à ce record qui doit encore être validé par la Fédération aéronautique internationale. Mais pour ce pilote, au-delà de la performance, ce vol est avant tout un symbole, celui d'une aviation décarbonée. Le rêve de voler, c'est probablement le plus vieux rêve de l'humanité. Et il y a des gens qui nous disent que demain, on ne pourra plus voler. Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour changer. On a la technologie, on a les énergies renouvelables. On peut changer, on peut arrêter de brûler comme on le fait maintenant. C'est 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Mais ça ne veut pas dire qu'on devra arrêter de voler. Et s'il n'imagine quand même pas un avion de ligne transporter 200 personnes rien qu'au solaire,
Il prouve avec son Solar Stratos les impressionnantes possibilités de cette énergie. Encore du futur, à présent, on se rend à Pékin où se déroule une compétition d'un genre très particulier. Ce ne sont pas les disciplines qui sont étranges, football, saut, course, tout ça c'est très classique. Les arbitres, les soigneurs, les spectateurs sont des gens comme vous et moi. Ceux qui ne sont pas vraiment comme vous et moi, ce sont les athlètes. On vous fait découvrir ce midi les premiers Jeux mondiaux pour robots. 180 pays y participent et si certains mouvements paraissent parfois un tout petit peu ridicules, on ne peut tout de même pas nier de vraies prouesses technologiques. Joachim Vezeli, Esmeralda. Surréaliste, voilà comment on pourrait résumer ces premiers mondiaux de robots humanoïdes, c'est-à-dire des robots bipèdes dont le physique ressemble à celui d'un humain. Si, enfin celui-ci avec un soupçon d'imagination. La compétition rassemble 280 équipes issues de 16 pays pour 26 disciplines. Ça, c'est du hip-hop. Les juges sont concentrés, les concurrents s'apprécient, se jaugent. On se croirait à des Jeux olympiques traditionnels. L'épreuve la plus impressionnante a sans doute été la course des 100 mètres. Je pense que les robots battront probablement les records d'Usain Bolt dans un avenir proche. Le 1500 mètres aussi, 6 minutes 34 pour le robot, 3 minutes 26 pour l'humain. Il y a une marge de progression, dirons-nous. Aujourd'hui, nous avons observé une grande variété de mouvements des robots. Certains sautaient assez haut, mais leurs mouvements n'étaient ni très gracieux, ni très humains. Il y a encore un manque, n'est-ce pas ? Les sportifs faits de câbles et d'acier peuvent également passer complètement à côté de leur épreuve, quitter la scène sur un brancard porté par des humains. Car les soigneurs ne sont jamais loin, la trousse à boulons est essentielle. Maintenant, lors de la compétition de football, un joueur est tombé et il a pu se relever. Ça a l'air de rien comme ça, mais techniquement, c'est une prouesse. La robotique humanoïde en est encore à ses débuts. Nous avons besoin d'une grande quantité de données sur les mouvements humains pour apprendre. Des événements comme ces jeux peuvent nous aider à améliorer nos algorithmes et à développer l'apprentissage automatique. Une fois que les robots maîtrisent ces données, ils peuvent progressivement effectuer des tâches que les humains effectuent, que ce soit dans les usines ou dans l'utilisation d'équipements spécialisés. Pour les ingénieurs du monde entier, ces jeux permettent de vérifier les compétences des machines, leur polyvalence. Et au-delà de la compétition sportive, c'est aussi une vitrine pour les avancées robotiques humanoïdes. Et là, clairement, les États-Unis et la Chine sont les premiers sur le podium. L'avion du président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de se poser sur le tarmac de Melsbrook. On y viendra dans un instant. Voici les premières images qui nous parviennent de cette arrivée et on retrouvera dans quelques instants Éric Destiné. Le président ukrainien va sortir de cet avion et il sera accueilli, je le répète, par Maxime Prévost. Mais avant cela, avant de retrouver Éric Destiné. Les Ukrainiens qui sont venus accueillir Volodymyr Zelensky, ce sont des personnes qui travaillent ici à Bruxelles pour l'Ukraine. Et puis, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui présente chaque personne comme le veut le protocole. Voilà, il y a quand même un minimum de protocole dans ces cas-là, mais les réunions sont tellement importantes que maintenant, place au vif du sujet. Grand merci à vous, Eric. On va vous laisser puisque Volodymyr Zelensky va maintenant quitter le tarmac de l'aéroport de Melsbrook. Grand merci à vous pour ce compte rendu en direct de ces images qui feront sans doute évidemment partie de celles de l'année. On vous tiendra au courant, bien entendu, dans notre édition de 19h30 sur la teneur des discussions entre les alliés européens qui vont se réunir cet après-midi, notamment par vidéoconférence. On y reviendra très largement dans notre édition de 19h30. Pour l'heure, celle de 13h et qui a largement débordé sur le temps imparti, pardon pour cela, mais l'information s'est faite en direct. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, la météo d'Olivia Rock. Je vous retrouve ce soir à 19h30.